Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Bon, il y a une étude fédérale de 2024, c'est récent quand même, là, qui analysait les cohortes libérées entre 2007 et 2018 et 2011-2012. On parle d'un taux de récidive criminelle au Canada qui est de 23,4 % dans les 2 ans suivant la libération pour la cohorte 2011-2012. 1 sur 4. Avec nous, Maria Mourani, criminologue, experte en matière de réhabilitation dans le milieu carcéral. Maria Mourani, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci Maria d'être avec nous. Je sais qu'on est rendu au mois de décembre, puis après des fêtes, là, mais as-tu l'impression, là, comme criminologue, que au cours des dernières années, surtout avec le gouvernement libéral qu'on a connu, de Mark Carney, Justin Trudeau, là, que la réhabilitation, c'est plus un concept qu'une réussite? Ben, en fait, ce qu'on constate avec ce rapport-là, c'est que le service correctionnel, disons, a plusieurs manquements. L'un des manquements, c'est qu'il disait qu'au fond, dans la cohorte que tu mentionnes, que les agents de libération conditionnelle ne procèdent pas selon, si tu veux, les règles de surveillance établies. Techniquement, lorsqu'un individu est libéré d'un pénitencier fédéral, son dossier se retrouve dans un bureau de libération conditionnelle en communauté, là, ce qu'on appelle le service correctionnel en communauté. Il peut soit être libéré dans une maison de transition, soit être libéré chez lui, mais sous surveillance du service correctionnel. Techniquement, les agents doivent surveiller ces personnes-là, c'est libéré sous condition, une fois par semaine, de manière régulière, pendant au moins 3-4 mois, même 6 mois, puis évaluer le risque à chaque fois pour décider est-ce que je le vois une fois aux 2 semaines, est-ce que je le mets au mois, est-ce que je le mets aux 2 mois. Mais habituellement, là, quand on a des gars qui sortent aux 2/3 de leur sentence, c'est que ils n'ont pas fait grand-chose en dedans. C'est pour ça qu'ils sont arrivés jusqu'aux 2/3 et qu'on a été obligé de les mettre dehors. Parce que selon la loi du service correctionnel et la mise en liberté sous condition, aux 2/3, la personne est obligée d'être libérée, à moins que tu fasses un maintien, ce qu'on appelle un maintien en incarcération. Okay, lorsque la personne est libérée... Je t'arrête, Maria, 2 secondes. Parce que là, ce que tu viens de dire, là, je pense que c'est le nerf de la guerre. Là, tu parles de... La loi dit libération aux 2/3 de la sentence. Mais il n'y a pas de lien avec aucune obligation au détenu d'avoir travaillé sur sa réhabilitation. Ben non, parce que le 2/3, justement, c'est parce que les gars, ils ont rien foutu. Ça, c'est pour ça que tu arrives au 2/3. Sinon, tu vas sortir au 1/3, au 1/6. Il y a d'autres possibilités de libération. Ces possibilités-là sont données en fonction de ce que tu fais en dedans. Est-ce que tu as fait des programmes? Est-ce que tu as fait une autocritique, etc. Et habituellement, tu vas être libéré dans ce qu'on appelle des maisons de transition quand tu es au 1/6. Parfois, si tu n'as pas, un chez-toi et puis que ton risque de récidive est assumable, mais que on estime que ce serait mieux que ça soit progressif. Donc, tu vas te retrouver quand même dans une maison de transition jusqu'à que tu atteins ta libération totale pour aller chez toi ou chez quelqu'un, etc. Mais tu es toujours surveillé, là, jusqu'à que tu arrives à la fin de ta sentence. Que tu sois dans une maison de transition ou que tu sois chez toi à la maison, tu es tout le temps surveillé. Mais ce qui est intéressant dans ce rapport-là, c'est qu'ils disent qu'au fond, les critères de surveillance ne sont pas respectés par les agents de libération. Faudrait voir pourquoi. Est-ce qu'ils sont débordés ou quoi, là? Faudrait vérifier. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils soient débordés parce que avec les conservateurs, on avait des taux d'incarcération plus grands. Mais avec les libéraux, on a eu des taux de libération plus grands. Donc, ce changement de cap a fait que les prisons, peut-être, sont moins occupées, malgré qu'ils sont quand même très occupés, là, mais c'est qu'on a eu tendance à beaucoup plus libérer. Mais quand tu parles de surveiller, Maria, c'est quoi? C'est un appel? C'est un téléphone? C'est un fax? C'est quoi? C'est un courriel?
Non. Moi, j'ai été agent de libération pendant presque 2-3 ans, là. Tu vas chez le gars, à la maison, tu vas à son travail. C'est ça, la vraie job, là. Si tu le fais pas, tu la fais pas, ta job. Mais est-ce que ça se C'est-à-dire, fait? tu t'en vas, c'est pas juste que le gars, il vient à ton bureau. Les seuls gars qu'on voyait au bureau, c'était les motards, parce qu'il y avait la guerre des motards, parce que on savait qu'on pouvait se faire nous-mêmes tirer si on allait chez eux, là. Donc, c'est pour ça. C'est-à-dire, à partir du moment où tu penses que le gars, il a une cible sur la tête, il vient au bureau. Mais si le gars n'a aucune cible sur la tête, tu vas le voir au travail, tu vas le voir chez lui, tu vas le visiter dans son milieu de vie pour évaluer. C'est comme ça que tu évalues le risque. Et ce qui est intéressant dans le rapport, c'est qu'ils disent que même les conditions de libération sont pas vérifiées. Ça, il y a un problème, il y a un méchant problème. C'est-à-dire, si tu vois pas le gars à la fréquence que tu dois le voir, et qu'en plus de ça, tu vérifies pas sur les conditions de libération, parce que même si le gars, il sort aux 2/3 de la sentence, puis qu'on est pogné à le mettre dehors, mais la commission de libération conditionnelle lui donne des conditions à respecter quand même, comme tu fréquentes pas du monde du milieu criminel, tu prends pas de consommation. Ça dépend de la problématique. Si c'est un délinquant sexuel, c'est d'autres conditions. Si c'est un gars du crime organisé, c'est d'autres conditions. Puis le rapport, ce qu'il dit, c'est que non seulement ils sont pas surveillés adéquatement, mais en plus de ça, on vérifie pas adéquatement les conditions. Est-ce qu'on a les ressources, Maria Mourani, pour faire ce travail convenablement? Pas parfait, là, on parle pas de perfection, mais juste que ça soit convenable, qu'on fasse au moins ce qui doit être fait. Oui, on a à moins que, comme je te dis, qu'il y ait un problème de ressources, qu'il y ait un problème de recrutement, mais techniquement, je te dirais, un agent peut avoir 20, 25, parfois 30 gars à surveiller. Est-ce qu'un agent... C'est de la job, là. C'est pas une petite affaire, là. Est-ce qu'un agent peut être intimidé? Oui. Intimidé, on peut être... écoute, moi, j'ai eu toutes sortes d'affaires que je peux te partager en expérience, là. Intimidé, on peut être menacé... on peut aussi avoir on peut être agressé, là, moi, je couvrais le territoire jusqu'à Saint-Émilie de l'Énergie, là. Pour aller voir 10 clients dans une journée, là, ça me prenait un départ à 7 heures du matin, puis je rentrais à minuit le soir chez moi, là, parce que je faisais des round drive. J'allais même jusqu'à la Manoine, là, c'est long en maudit, ça. mais pourquoi ça a besoin d'être c'est comme le mot qu'on a appris pendant le COVID-19, là, en présentiel. Tu peux pas faire ça autrement? Écoute, moi, j'y crois pas à la surveillance en ligne, là. La présentielle, c'est meilleur parce que quand tu rentres chez le gars, tu es capable de voir qu'est-ce qui se passe. Je te donne un exemple. Moi, je suis juste allée, à un moment donné, je suis allée voir un libéré dans la forêt, là, carrément. Puis juste en lui parlant, j'ai su qu'il était intoxiqué. Mais je le verrais pas forcément en ligne. Ça, j'ai vu qu'il était intoxiqué puis qu'il brisait une de ses conditions. Puis j'étais en pleine forêt. Donc, j'ai dégagé rapidement, comme si rien n'était, puis j'ai fait débarquer la police pour le ramasser. Parce que quand ils brisent des conditions, on suspend la libération, puis on les refait rentrer en dedans, là. Mais ces gars-là... ça te permet de voir non seulement si la personne respecte ses conditions, parce que le rapport, il dit qu'on vérifie pas, justement, si les conditions sont respectées. C'est peut-être que parce que les visites se font en virtuel, comme tu dis, là, serait peut-être ce serait à vérifier, là. Moi, je suis très intriguée parce que je me dis, est-ce que depuis le COVID, ils ont pris une tangente où ils font les visites en ligne et quoi, là? Mais ça, c'est pas très, très bonbon, là, parce que c'est quand tu vas sur le terrain que tu vois des choses, que tu vois s'ils respectent tes conditions, mais tu vois aussi, par exemple, si tu vas à la job, là, tu parles au boss, tu parles aux collègues, tu parles aux gens autour pour savoir c'est quoi son comportement, est-ce que ça va, nanana. C'est comme ça que tu détectes si ton risque est assumable en société ou pas. Là. Mais en même temps, je reviens sur ton exemple, Maria. Le type, là, tu vois qu'il est intoxiqué, tu sors de là en vitesse parce que t'es au milieu de nulle part, la police débarque, ce gars-là va ressortir un jour. Il y a ton numéro, il y a ton identité. C'est pas inquiétant?
Écoute, moi je te dirais la job d'agent, oui c'est vrai, en communauté, hein. Bon, en dedans c'est autre chose là, mais en communauté c'est pas une job facile. Faut vraiment être solide, pas avoir peur de se faire intimider, pas avoir peur. Je te dirais, le gars, il connaît ta face, mais il connaît pas forcément chez toi, il connaît pas forcément ton numéro. Puis n'oublie pas une affaire, tu vas retourner le voir en dedans. Donc, il faut désamorcer en dedans. C'est-à-dire, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais en dedans après. De toute façon, tous les agents doivent aller en dedans après pour revoir le gars, pour refaire une évaluation. Parce que, comme tu le dis, le gars, il est aux 2/3. C'est-à-dire, il doit ressortir. Tu es obligé de le refaire ressortir, tu comprends? Donc, tu vas aller le voir, tu vas réévaluer le risque. Il va pas être de bonne humeur, il va te gueuler dessus et tout. C'est savoir calmer le jeu, lui faire comprendre qu'il a fait une game. Toi, tu as ta game à jouer. Lui, il a sa game à jouer. Puis, habituellement, moi, je te dirais, je remercie la vie. J'ai jamais été agressée. J'ai, oui, déjà été menacée. Mais les gars, ils comprennent. Ils disent, t'as une job à faire. Puis, j'ai mal joué ma game. Tu m'as pogné. T'as été bonne. C'est moi qui a mal joué la patente. Les gars, quand même, ils reviennent. À moins que c'est des gars qui ont des problèmes de santé mentale, là c'est autre chose. On est dans une autre game. Et habituellement, les gars, ils connaissent la game. Tu sais, moi, j'ai surveillé des gars des motards, j'ai surveillé des gars de la mafia, j'ai surveillé des gars de gang, j'ai surveillé toutes sortes de gars. Donc, c'est comme il y a une game qui se met, c'est comme une entente tacite, comme quoi, t'as une job à faire, j'ai une job à faire. C'est pas personnel. Moi, je te dirais, faut pas que ça devienne personnel. Mon meilleur outil, c'est le respect. Ouais. Quand tu les respectes, ils peuvent ne pas t'aimer, mais il y a comme une espèce de barrière qui fait qu'ils vont pas aller plus loin. Bon, c'est quoi? Faut qu'on se laisse, Maria Mourani, là, mais la conclusion de tout ça, là, où ça nous mène? Moi, je te dirais, la conclusion, c'est que ce rapport-là, il dit au service correctionnel, il va falloir que vous repreniez en main. Non seulement vos agents, pas sûrs qu'ils font la job comme il faut, pas parce qu'ils sont incompétents, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires. Vous leur donnez pas les ressources nécessaires. Deuxièmement, vos maisons de transition semblent être surchargées. Hein, c'est ça aussi qu'ils leur ont dit. Puis qu'il y a des gars que vous n'arrivez pas à placer. Puis troisièmement, vos évaluations sur le risque de récidive après la sentence est fausse. Parce que tout ce que vous faites, c'est que vous considérez les crimes qui ont été commis de manière à avoir des sentences fédérales. Ça, c'est un autre point. C'est-à-dire, eux, là, ce qu'ils disent, après que les gars, ils ont fini leur sentence, la récidive, elle est de 20%, elle est de 20%, comme tu disais, 26%. Mais c'est faux, ce chiffre-là. Parce qu'ils ne tiennent pas compte des gars qui sont retournés au provincial. Ah oui. Ce qui est complètement absurde. Parce que la récidive, c'est que t'as commis un acte criminel, que tu aies une sentence de 2 ans moins un jour ou 2 ans plus un jour. Pour ça, là, donc le rapport, il leur dit comptez les sentences qui sont de nature provinciale aussi, pour évaluer le risque après la fin de mandat. Donc, donnez-nous des vrais chiffres, quoi. Donc, ils ont du boulot à faire. La criminalité est sous-estimée. C'est pas la criminalité, c'est vraiment le risque de récidive. La récidive après la fin de la sentence. Ouais, c'est-à-dire, c'est ça. à la fin de la sentence, eux autres, ils regardent leur batch et puis ils disent on est donc ben bon parce qu'il y en a juste 26% qui ont récidivé. C'est faux, parce qu'ils ne comptent que les personnes qui ont eu des sentences fédérales après la fin de leur sentence. Ouais. Alors, et ils comptent pas ceux qui ont récidivé, qui ont eu des sentences de 2 ans moins un jour. Donc, c'est faux, leur chiffre. D'après toi, le vrai chiffre, c'est quoi? S'ils comptent si par exemple ils disent que c'est 26%, moi je pense que c'est beaucoup plus que ça. Je pourrais pas te dire exactement le chiffre, mais c'est plus que 26% parce qu'ils comptent pas les gens qui ont récidivé, qui ont eu des sentences provinciales. Donc c'est beaucoup plus que 26%. Les criminologues, Maria Mourani. Merci, Maria. Joyeux Noël, bonne année. On va sûrement se reparler. Merci, Benoît. Grand Salut. plaisir. Bye.